Jour 14. À Saint-Marthe, le village est méconnaissable. D'abord est tombé en fines particules un horrible mélange de granulés et de poulet pulvérisés, puis une sorte de bruine faite de l'eau enrichie des citernes posées sur le hangar a colmaté le tout, qui a eu tout loisir de se durcir durant les 5 heures où le nuage de plumes a stagné sur Saint-Marthe, obscurcissant le ciel. Les habitants sont terrés chez eux. Les rares qui ont pu décoller leurs portes et s'aventurer dans ce paysage lunaire errent dans les rues, légèrement euphorisés par la vapeur d'eau enrichie d'aphrodisiaques et d'antidépresseurs qui égayaient tant les 10 000 poulets. Ils sont tout de même peinés de ne pas reconnaître leurs voitures qui ont désormais toutes la même forme et la même couleur. Les rues et les toits du village sont comme faits de la même matière. Mais déjà, les médias arrivent sur place. Les télévisions du monde entier découvrent le spectacle saisissant et monochrome de ce Pompéi agroalimentaire. Sur les lieux du cataclysme, des secours venus des villages voisins commencent à arriver. Ils découvrent l'épave de la voiture de l'agente en mission, des restes de son sac à main, des fragments de ses papiers qui permettront de l'identifier et d'avertir le restaurant pseudo-suisse de sa mort tragique. La police, elle aussi sur place, débute l'enquête et s'enquiert de la bonne santé du voisin d'abord, de son témoignage éventuel. Mata est dans le lit d'Hippolyte, à la fois choquée et apaisée. La porte est entr'ouverte. Elle entend son sauveur affirmer avec aplomb aux policiers qu'il ignore tout de la passagère de la voiture, qu'il ne l'a pas vue. Elle sent venir en elle, curieusement mêlés, le sourire et les larmes. Elle est pleine de gratitude pour la vie qui prend garde à elle. Hippolyte, une fois la police partie, va débrancher tous ses luminaires et jette dans la cour tout ce qui encombre son logis. Il veut de la place pour une nouvelle vie. Il rejoint celle qui en est le cadeau. Ils n'ont pas besoin de parler. Ils ont compris au même instant que leur vie ne venait pas simplement de changer, mais qu'elle était devenue LA vie. Pendant ce temps, dans les rédactions des journaux pas encore rachetés par l'oligarchie des 1% en garde tout pour nous, les journalistes peuvent mener l'enquête sans entrave sur la mystérieuse société dont personne, à Saint-Marc, ne semblait connaître l'identité et le but. Ils découvrent alors que Chicken First, par-delà des prêts non courants dans ce monde, se partage entre 2 investisseurs seulement. La famille du président de l'ancienne plus puissante nation du monde et la famille de l'empire communiste total du matin glauque. Le scandale est énorme. À Wall Street, la bourse décroche. La connivence des 2 dictateurs les plus cons du monde fait s'effondrer les cours des actions du complexe militaro-industriel. En effet, qui va faire la guerre si les plus belliqueux font affaire ensemble dans notre dos? Le clash se répercute évidemment de bourse en bourse, Tokyo d'abord, Shanghai, puis Londres et Francfort. Les grands empoisonneurs de la chimie du vivant sont montrés du doigt. Les scientifiques dévoyés de chez Paris-La-Monnaie, récemment rachetés par affameurs du peuple GmbH, craignent de devoir rendre leur Porsche et les sénateurs républicains annulent leurs vacances gratuites à Saint-Barth. Au pays du matin désopilant, les gens rentrent rapidement chez eux pour qu'on ne les entende pas ricaner. Grassouillet est tellement énervé qu'il s'est tranché le lobe gauche avec sa tondeuse.
L'aube de l'oreille, pas du cerveau, il n'en a pas. Il envisage pour la première fois de sa vie que pour être entouré d'autant de crétins, il faut se mettre être un peu con. Partout dans le monde, les esprits simples, lobotomisés par le web, abonnés avec enthousiasme au complotisme généralisé, sont en dépression légère, privés de leur scénario préféré, le complot judéo-maçonnique. Les gentils de partout voient la possibilité d'un avenir de bonne volonté.